Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Play! Dans cet épisode de Let's Play, on avait envie de parler des jeux qu'on a tout le temps envie de jouer. Hein? Question d'être thématique un peu. Dans le fond, on a fait un tuto, puis là on va juste faire des démonstrations, puis parler, expliquer pourquoi cet amour-là vient vers ces jeux, dirigé vers ces jeux, puis pourquoi on perd autant de temps dans chacun des jeux qu'on a mis dans notre liste. On perd jamais de temps, Alex. Qu'est-ce que tu dis là? Évidemment, certaines personnes auront déjà reconnu le premier jeu qu'on démontre, qui faisait partie de la liste à Daniel. Il s'appelle Carcassonne. Carcassonne, ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu que tu peux vraiment jouer selon ma famille. C'est un autre super bon entry game pour débuter à comment apprendre à placer des jeux, avoir des cartes. C'est un jeu qui a du hasard aussi, mais aussi que tu peux planifier un petit peu à l'avance, tout dépendamment de la carte que tu as. La façon de faire des points, parce que tu fais des points tout dépendamment des villageois, en fin de compte, tu les places comment. Soit ils sont chasseurs dans une prairie, ils sont dans une ville, chevaliers dans une ville, ils protègent une route, ou ils sont des moines sur une abbaye. Puis à la fin, en fin de compte, on compte tous les points, puis c'est ce qui fait en sorte que tu peux gagner ou non la partie. Fait qu'évidemment, c'est un jeu stratégique, mais un côté visuel. Ce qui est le fun, c'est que tu crées ton visuel au travers de la game. C'est pas un jeu que le tableau il est fixe, puis tu dois contrôler ce tableau-là. Le tableau, il commence avec très peu de tuiles, puis il grandit. Ça. Commence avec une tuile de base. Puis là, tu le fais grandir, prendre l'ampleur, Comme là. devenir un grand kingdom. Tu essaies de contrôler le plus de zones possible dessus. Par exemple, là, à chaque début de tour, on pige une carte. Comme là, par exemple, j'ai cette carte-là. Là, il faut regarder où qu'elle peut fitter. Toutes les cartes, normalement, devraient fitter dans le jeu. S'ils ne fitent pas, t'en repiges une. Mais ça m'est jamais arrivé. Puis là, par exemple, j'ai une route. Fait que je peux la connecter avec la route, mais j'ai une ville aussi. Donc, je pourrais aller me connecter à une ville. Donc, on rajoute à la route. Puis, quand tu déposes une carte, tu peux après ça prendre un de tes jetons et décider où tu le mets. Soit dans la prairie, soit sur la route, soit, par exemple, sur cette carte-là, soit sur le village. Puis, ils vont avoir des points tout dépendamment. Si tu fermes la ville, tu vas avoir 2 points par ville que tu as. Si tu fais une abbaye, c'est 1 point par nombre de carrés qui est autour. Une route, c'est 1 point par route, etc., etc., etc. Avec ces façons-là, tu carrés des points, t'avances ton pion jusqu'à la victory. Puis, il y a une petite chose qui est le fun, que moi j'adore tout le temps, parce que, encore une fois, j'ai dit que c'est un jeu familial un peu. Là. Puis, je joue tout le temps, on joue beaucoup dans le temps des fêtes avec ma famille. Puis, tu peux, en fin de compte, bloquer le personnage d'un ennemi. Par exemple, là, il y a un joueur jaune qui est dans la prairie. Si je peux mettre mon pion, c'est ça, le villageois, dans cette prairie-là, parce qu'il n'y a aucun autre villageois qui est là. Puis si on reprend une autre carte, puis on connecte les prairies ensemble, ici avec celle-là, ça veut dire que les 2 pions sont annulés. Donc, tu viens d'enlever la possibilité de quelqu'un d'autre de faire des points. C'est là qu'il vient un petit peu le challenge puis la compétition avec ce jeu-là que j'adore. Puis tu peux jouer de, il me semble, 2 à 6. Oui, je crois que c'est 2 à 6. Puis avec toutes les extensions qu'il y a, ça peut changer beaucoup. Là. Ouais, puis évidemment, c'est un jeu qui a énormément d'extensions. Il existe depuis longtemps. On parlait la dernière fois d'accessibilité en ligne. C'est un jeu qui est très accessible. Vous pouvez l'avoir sur plusieurs plateformes. On vous le démontre sur Tabletop Simulator, mais il est trouvable sur tous les sites de jeux Comme en ligne. Tabletopia, on parlait, ou Geek... Board Game Geek, je pense. Board Game Geek. Arena. Ouais. Ils sont disponibles sur les deux, puis ils sont gratuits en plus. Donc, on peut les jouer là, sans devoir les payer. C'est un bon pied d'entrée pour quelqu'un qui n'a pas joué à beaucoup de board games. Y faire comprendre, c'est un peu différent de Monopoly. Fait que tu t'as pas. Quelqu'un souvent qui a jamais joué à des board games, son référent c'est Monopoly puis Risk. Fait que si vous lui montrez quelque chose qui est ni un ni l'autre dans ses mécaniques, vous allez lui montrer un autre univers au complet, puis Carcassonne ça en fait partie. C'est simple à ranger, en plus ça prend pas de place. Mais même en réel, c'est très rapide aussi. Tu n'as pas besoin de préparer ton jeu. Tu sors tes cartes, tu brasses tes cartes, on commence à jouer. Le plus long, en fait, c'est de trouver la carte de base. c'est tout le temps, mais elle n'a pas la même couleur. Oh oui, c'est sérieusement ça, mais elle n'a pas la même couleur. Là, fait qu'il faut juste aller chercher. Par exemple, quand je jouais avec mon beau-frère et sa famille, eux autres, ils ont la grande boîte. La grande boîte est 120$, là, par exemple. Puis le jeu de base, je crois qu'il est 30$. Ouais, surtout 30-40$, je pense. Chaque ouais. extension a à peu près le même prix. Moi, c'est ça. Mais ils rajoutent plus de cartes, ils rajoutent plus de mécaniques aussi au jeu. Par exemple, on peut avoir un dragon, une princesse, on peut avoir... c'est vraiment très bien. Et ce que j'aime, c'est que tu peux l'expliquer sans que la personne n'aille jouer. Tu l'expliques en jouant la première fois, ça se peut qu'elle perde parce qu'elle n'a pas compris comment faire les points, mais ça permet de seulement comme faire le cheminement de comment fonctionner. Selon moi, c'est souvent aussi d'une bonne façon dans des jeux qui ont des mécaniques comme ça avec du score. Tout dépendamment tes pions sont où, tu vas avoir des scores différemment. Puis il y a souvent
tactique qui fait le plus de points, mais qui n'est pas souvent utilisé. Par exemple, des petites choses comme je viens de finir une ville, je mets un jeton dessus, je viens d'avoir 4 points, j'enlève mon jeton. Parce que tu es limité aussi dans le nombre de villageois que tu as. Si ils sont tous passés, c'est ça. S'ils sont tous pris, soit dans une ville ou soit sur les champs ou une route, peu importe, tu peux plus le mettre, tu peux plus en rajouter d'autres, donc tu peux faire des points rapidement. Donc souvent juste commencer à jouer avec la personne, puis là, c'est simple, montre-moi ta carte, voici où tu peux les mettre, voici ce que tu peux faire. Selon moi, c'est ça la meilleure stratégie. C'est la première partie, elle dure 20, 25 minutes, 30 minutes. On repart la partie après ça, puis tout est beau. Ouais, parce que le temps moyen d'une partie de Carcassonne, c'est à peu près ça, 30 minutes. Oui. Un peu moins si vous êtes habitué, puis vous jouez rapidement. 3 heures, c'est touché avec toutes les extensions. Ouais, c'est ça. C'est plus jamais, on a décidé de plus jamais le faire, parce que je crois que c'est 150 cartes. Est-ce que le jeu termine. Est-ce que vous voulez jouer une game, guys, ou 6 games du jeu normal? Moi, c'est ça. T'es souvent là-dedans, sinon tu peux prendre comme le jeu de base, seulement rajouter une des extensions. Ce qui permet de ne pas, justement, de se perdre en fin de compte dans le jeu. C'est quoi qui délimite la fin de la partie? Il n'y a plus de cartes. C'est pour ça que quand je dis que tu as 150 à passer, ça veut dire que si tu es à 3, c'est 50 tours pour pouvoir finir la partie. À chaque tour, un joueur va révéler une carte du deck puis va aller augmenter la carte, évidemment, dans un mouvement qu'il peut accomplir. Et ce que j'aime bien de ce jeu-là, c'est que tu es limité avec ta table. Tu es dans les règles. Tu places le jeton dans le milieu, le premier jeton dans le milieu de ta table. Si tu agrandis au point que tu es à la limite, on ne déplace pas le plateau pour pouvoir te permettre de mettre ta carte. Donc, il faut tout le temps que tu analyses où que tu mets tes choses pour t'assurer que tout est correct. J'aime ça, les jeux qui font une petite mécanique sur ta réalité. Tu sais, c'est pas comme assurez-vous d'avoir une table de telle dimension. Non. C'est vous avez un problème. La map peut pas continuer. Votre royaume arrête à la fin de votre table. That's it. Par exemple, Tabletop nous limite beaucoup dans l'espace, donc la mécanique du jeu va être complètement différente. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, encore une fois, c'est très familial, c'est ni complexe ni compliqué. Donc c'est très simple à commencer à jouer, même les gens qui comprennent pas le jeu peuvent jouer. Ils n'aimeront peut-être pas leur première partie parce qu'ils gagneront pas ou ils vont avoir une très grande différence de points, mais c'est un détail selon moi. Ouais, la deuxième, ils vont être déjà vraiment meilleurs. Puis c'est le fun parce qu'il y a un système où oui, tu calcules ton pointage versus un pointage des autres personnes à ta table, mais c'est aussi ton pointage versus tes anciens pointages. Oui. Toujours essayer d'avoir un meilleur score à chaque fois versus toi-même. Fait que la personne, elle voit son amélioration. C'est la première game, elle score comme juste 20 points, puis tout le monde est vraiment plus haut. Puis là, deuxième est déjà rendu à 40. Mais là, elle sent vraiment l'accomplissement, puis son amélioration est évidente. Et peut-être un autre point aussi qui est le fun, c'est que tu comptes au fur et à mesure tes points, mais pas tous les points. Yes. Si par exemple tu fermes une ville, tu enlèves ton jeton, tu comptes tes points. Si tu fermes une route, tu enlèves ton jeton, tu comptes tes points. Mais tous tes villageois qui sont dans une ville qui n'est pas fermée, dans un champ, le champ va rester jusqu'à la fin de la partie parce que ton chasseur ramène seulement à la fin de la partie sa nourriture. Puis donc souvent, j'ai une grosse carte de ville, par exemple celle-ci qui prend beaucoup de place. On la place, on vient de grandir la ville, tu ne pourras jamais la finir. Ou je mets une carte qui est à côté qui ne fit complètement pas. Parce que comme on disait, tu es limité par le visuel des cartes, tu dois juste placer des choses qui concordent. Tu peux pas placer une route qui traverse une rivière ou qui spawn d'une rivière. Ce serait pas logique. Exemple, si on fait ça, on oblige ici de trouver ville, champ, quelque chose. Puis si quelqu'un est vraiment chien, il arrive avec une rivière comme ça, trouve ta carte ville, rivière, champ. Il y en a. Il y a une carte de toutes. Mais il y a une carte de tout. C'est ce qui est le fun avec ce jeu-là. Tu as au moins un exemplaire de toutes les facettes, tout mélangé ensemble. C'est juste que tu pries de tomber que c'est toi qui l'as. Que ce soit pas quelqu'un qui l'a pis qui a scrap ailleurs. La n'importe où, t'es mon grand, tu viens de perdre ta carte. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Il y a des moves que vous allez faire pour vous avantager, puis évidemment des moves que vous allez faire pour désavantager les autres. Oui. Je vais rester dans le thème des vieux jeux. Certaines personnes dans mon channel savent ou ont réalisé avec le temps que je suis un addict des jeux d'FFG, Fantasy Flight Game. Non. J'adore leurs jeux. Puis pour rester dans le thème des vieux jeux, The Lord of the Ring LCG est un des premiers jeux faits par FFG qui a été vraiment popularisé puis qui a été long. Tu sais, qui a été une franchise complète, qui ont sorti des cycles pour... Puis
ce que je trouvais malade de Lord of the Rings, déjà, c'est un LCG, contrairement aux jeux comme Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Vous n'avez pas à collectionner vos cartes. Il n'y a pas d'hasard dans quelle carte vous allez avoir. Vous achetez un cycle, vous avez tout ce qu'il y a dans le cycle. C'est écrit quasiment en arrière. Vous allez voir en ligne. Les cartes sont annoncées, c'est quoi dedans. Il n'y a aucune surprise. Fait que les prix sont fixes. Ça, c'est le fun. C'est quelque chose moi, qui m'empêche souvent de jouer justement des jeux comme Magic the Gathering. J'ai jamais joué officiellement parce que ça me tentait pas de commencer à payer et de collectionner toutes les cartes. Ah ouais, puis à chaque saison, ton deck est plus valide selon les règles, puis là, tu dois aller dans des nouveautés. Il n'y a pas de ça là-dedans. Vous avez envie de jouer, mettons, Shadow of Mirkwood parce que les créatures de Mirkwood vous intéressent, ben vous achetez chacun des scénarios du cycle, puis après ça, vous pouvez les jouer directement. Pour ceux qui ont déjà joué à des LCG coopératifs, vous savez que souvent, on a un héros ou un deck. Ce qui est le fun de The Lord of the Rings, c'est que ton deck vient avec 3 héros. Comme, mettons, le deck de Hobbit, Nothing But Hobbit. Parce qu'ils sont drôles. Le deck ici est composé toujours de 54 pour être un deck légal de tournoi. Mais vous avez 3 champions. Puis les actions que vous allez pouvoir accomplir vont être faites par ces champions-là. Ce qui apporte une mécanique complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux coopératifs de deck building. Deck building, c'est un mot valise qu'on sert pour tous les jeux de cartes coopératifs ou tous les jeux individuels dans lesquels tu dois monter un deck de cartes. Il n'est pas fixe. C'est toi qui dois choisir, tu vas faire un choix de ce que tu vas jouer pour la partie à venir. Moi, ce que j'adore des LCG thématiques, je suis un grand fan de fantasy. Donc, si en plus tu me dis, il y a une thématique Lord of the Rings, il y a une thématique de n'importe quoi, c'est sûr que je vais embarquer et ça va me rendre encore plus heureux. C'est le fun aussi que l'univers il est vraiment respecté. Fait que tu as certains personnages dans différentes formes. Fait que, mettons, tu as le héros Aragorn. Mais tu as Aragorn comme tu me l'as vu dans les films. Mais tu as Aragorn quand c'est un jeune rogue qui était avec sa troupe. Puis tu as tous ces personnages-là vont avoir des skills différents selon qu'est-ce qu'ils représentent ou à quelle époque ils sont. Faut que je te reprenne. Un Dunedain, un Ranger Dunedain du Nord. Ranger Dunedain du Nord. Effectivement, c'est vrai. Désolé. Puis aussi, ce que j'aimais de ce LCG-là, c'est que t'as toujours... il est vraiment difficile. Il y en a des jeux coopératifs qui sont vraiment plus faciles que lui. Lui, il est fait pour que si tu builds mal ton deck, tu perdes. Ou si tu fais des mauvaises décisions, ça monte vraiment vite la courbe de difficulté dans ta face. Parce que tu mets tout ce qui est négatif dans le staging area. Puis quand c'est dans le staging area, ça t'empêche de quester. C'est comme vous pouvez vous douter, quester, c'est comme la mécanique la plus importante du jeu. C'est ce qui vous permet de résoudre la quest que vous êtes en train de faire. Mais chaque fois que vous réussissez pas à vaincre quelque chose, il s'additionne. Ça vient juste de pire en pire. Puis à la fin, t'es plus capable de rien faire. Il y a 12 ennemis sur ton board, plus capable de quester, tout t'attaque. Puis aussi que tes héros peuvent mourir. Ça, c'est le fun parce que souvent... perdre Sam! Quand tu joues des coopératifs, soit que la mécanique, c'est que tu as un nombre de points de vie total, puis quand il est mort au complet, tu as perdu, ou quand t'es deck out, tu as perdu. Mais celle-là, tu peux permettre de perdre un héros parce que t'en as 3. Je vais pas vous mentir que si vous en perdez un des 3, ça devient vraiment tough. Vraiment, vraiment tough. Mais vous pouvez. Je crois que tu me dis que c'est un jeu un petit peu plus vieux aussi. Ouais. C'est un jeu qui a déjà à peu près, je pense, une 12aine d'années. Au point où il a fini. Le jeu, il est fini. Donc, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez même trouver du monde qui vend leur collection au complet. C'est facile à voir la totalité du jeu dans son ensemble. Vous savez que si vous voulez vous y mettre, il n'y aura jamais rien pour vous surprendre par contre. Mais il est toujours aussi le fun. C'est pour ça que je l'ai sur Tabletop. Je l'ai aussi un peu en vrai. J'adore y jouer. Je passe beaucoup de temps à y jouer. Parce que dans un feeling Lord of the Rings, univers Lord of the Rings, j'adorais les films. Fait que l'univers vient me chercher. Aussi, j'aime les mécaniques de ce jeu-là parce que tu peux aider ton coéquipier. Tu as beaucoup de cartes qui te permettent de jouer avec tes coéquipiers. Ou, au contraire, si tu veux être vraiment selfish, tu as des cartes un peu plus fortes, mais là, eux ne peuvent pas aider tes coéquipiers. Fait que tu peux vraiment build avec... quand tu fais ton deck building, tu peux vraiment y aller à toi, tu veux faire quoi comme style de deck. Moi, je vais essayer de builder quelque chose qui est complémentaire à ce que toi, tu vas faire. Puis ça, j'aime ça. Il y a certains coopératifs où tu n'as pas à faire ça. Tu as juste arrivé avec un bon deck, puis ça va marcher. Celle-là, plus tu es complémentaire, plus tu vas sentir que
le scénario il est facile. Sinon, Parfait. Comme justement, tu peux avoir comme, si je peux comprendre, un gros deck, par exemple, très très combattant, mais que Mhm. ton allié qui est super sportif, puis il vient t'aider ou te soigner ou peu importe. Là. Ouais, ou que ce soit très bon pour faire les quests, justement, Ok. puis aller résoudre les points de progression, pendant que l'autre, il va s'occuper plus des monstres. Ou un qui va être vraiment bon pour attaquer, l'autre, il est meilleur pour défendre. Ils vont aller jouer comme Parfait. ça. Évidemment, si vous jouez en personne, vous pouvez tout build vous-même. Si vous décidez de jouer sur tabletop, la personne qui a monté l'organisation vous a donné les 3 meilleurs decks qui ont été déclarés, parce que comme le jeu il est fini, ils ont pu faire des votes, le monde a soumet tous leurs decks. Il y a eu une compilation de tout ce qui existait, puis tout le monde a deck testé tous les scénarios avec tous les decks proposés parce que il y a le temps, il n'y aura pas de nouveautés. Puis ils ont sorti les 3 meilleurs decks du jeu. Fait que si vous voulez essayer quelque chose qui ne sera pas trop difficile, vous pouvez prendre un de ces 3 decks-là, apprendre le jeu. Évidemment, ils vous mettent même toutes les règles dans un petit pad. Petit Google Drive que vous pouvez ouvrir des documents pour lire les rulebooks. Fait que vraiment, friendly user. C'est difficile, mais il y a une bonne courbe de progression. Rien à dire de Lord of the Rings. Vous avez envie de jouer avec votre ami ou un groupe d'amis de 1 à 4. Vous pouvez même y jouer tout Un seul. 4. Connectez-vous. Pour y avoir joué, la game dure entre 1 heure à 2 heures. Ça dépend toujours de combien de temps vous pensez à vos coups. T'sais, si vous êtes vraiment vite dans vos coups, la game va durer 1 heure. Si vous êtes le type de personne qui aime vraiment calculer toutes les probabilités puis le meilleur coup, ça peut aller jusqu'à 2 heures. C'est le fun que tu puisses jouer tout seul. C'est souvent quand même un bon plus, selon moi, là, dans la majorité des jeux. Oui, effectivement, tu peux jouer solo sans problème. Même, je dirais que t'as pas une courbe de difficulté nécessairement plus difficile quand t'es solo. Parce que ton staging area augmente de une carte du deck d'ennemis par nombre de joueurs. Fait que quand t'es solo, t'affrontes toujours un adversaire ou une location de plus par tour. Parfait. Mais si t'es 2, c'est 2. Si t'es 3, c'est 3. Si t'es Ok. 4, c'est 4. Fait que tout le monde doit faire sa job dans The Lord of the Rings. Tu le sais si quelqu'un fait pas sa job. Un petit pain qui te fait tomber un cadavre puis que les orques arrivent. Là. J'avertis, ce jeu-là, plus que t'es nombre de joueurs, plus qu'il y a des maths à faire. C'est pour ça qu'il y a un petit tracker. Ici, on conseille le monde à, vu que tu dois additionner les choses, si vous êtes plusieurs à attaquer la même créature, vous devez additionner toutes les valeurs d'attaque de tout le monde qui participe à l'attaque. Ben, utilisez juste un tracker. Il y a des petits trackers d'attaque. Vous mettez le nombre que vous êtes rendu, puis ça vous évite de faire des maths nécessairement ou de vous en souvenir dans votre tête. Ok, guys, on est rendu à 12, il va y avoir tel modificateur, on est rendu où là? Puis, non, utilisez une feuille, un crayon papier ou un dé. Tu sais, moi j'aime ça en personne, j'utilise des dés. J'ai plein de D6, c'est ça que j'utilise. Parfait. On est maintenant sur le board du jeu de Games of Thrones. Évidemment, Games of Thrones, ça a été une franchise super populaire. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont le nom Games of Thrones dedans. Mais là, on parle vraiment de Games of Thrones, The Board Game. 2e édition. 2e édition, qui est un jeu qui est très similaire, qui se rapproche de la branche des jeux des risques. C'est dans la même famille de jeux de risques. C'est vraiment un jeu qui a beaucoup de diplomatie, la chance, de la planification. Quel est le meilleur tour? Il va falloir que tu le poses à tout le temps. Mais ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, il est très complexe, mais selon moi, il n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de petites choses qu'il faut penser, par exemple. Là, on voit, il y a beaucoup de choses sur le jeu. Tu as des jetons qui déplacent, tu as des cartes, tu as une phase de préparation. Choisis ta famille, évidemment. Là, t'as genre les Greyjoy, Lannister. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Baratheon, Donc, encore une fois, on a Stark. la. Puis on a encore, comme on parlait avec le Seigneur des Anneaux, on a la thématique Game of Thrones. Donc, moi, quand je jouais avec mes amis, on était, je suis Lannister, c'est sûr que je vais haïr les Greyjoy. C'est sûr que. Fait que c'est tout le temps aussi cette petite gimmick-là qui peut s'amuser. Ou même, tu fais des alliances qui sont non dans le show, non dans les livres. Ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'il est simple à savoir quand tu gagnes. Tu as 7 châteaux, tu gagnes. Chaque tour est tout le temps pareil. Donc, sauf le premier tour, on ouvre une carte. Qu'est-ce qui se passe dans l'acte 1? Il y a quelque chose de spécial qui peut arriver. On peut se faire attaquer par des wildlings, mais sinon, après ça, c'est tout le temps de la même façon. Une section planification, on choisit les jetons qu'on va jouer. Après ça, on découvre toutes les options. Là, il y a certaines petites choses, par exemple, si tu as le corbeau, tu es le messenger. Donc, tu peux changer tes jetons avec un autre. Tout dépendamment de ce que les gens ont décidé de faire, parce que tu peux soit raider un secteur pour enlever des ressources à quelqu'un ou détruire un de ses jetons qu'il a mis. Tu peux soit te déplacer, attaquer, tu peux soit te défendre ou tu peux soit créer des ressources. Et tu peux supporter aussi une attaque ou une défense
Et tu peux même aussi supporter ton ennemi qui attaque ton autre ennemi. Donc, avant que les gens placent le jeton, moi, je vais mettre mon support, mais je vais t'aider. Puis, en fait, compte, t'aides l'autre. Parce que de la façon que tu vois qu'il va venir t'attaquer ou il va gagner ou peu importe. On peut voir aussi un peu en haut à droite là, qu'il y a trois tirés qui est un trône, une épée de Valerian Steel, puis le Crow, comme j'ai parlé tantôt. Le trône, ça veut dire que tu es le roi, donc tu joues en premier. Tu es le premier qui va faire ses premières actions. Parce que si, par exemple, tu attaques une location qui a une action de quelqu'un d'autre, la location disparaît, l'action disparaît. Tu as l'épée qui donne un +1 en attaque pour un combat par tour, ce qui fait que tu peux gagner. Quand tu es égal, tu gagnes. Ou sinon, si tu es le plus haut dans la liste, tu gagnes. Et le corbeau, comme je disais, soit que tu peux changer un jeton qui est déjà installé ou tu peux voir les whitelings. Mais ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est vraiment, tu as autant des cartes dans tes mains quand tu te combats qui disent +1, +2, +3, +4 ou des trucs spéciaux. Tu as autant la diplomatie avec les gens qui attaque-moi pas, attaque-moi, c'est lui qui va gagner, il faut le tuer. Tu as autant la planification, il faut que tu aies des ressources. Parce qu'en même temps, toutes les lignes, par exemple, c'est qui joue en premier peut changer, tout dépendamment des cartes qui sont en haut puis les actions qui peuvent arriver. Puis là, tu paries. Donc là, tu as tes jetons influence, tu les caches. On parie pour le premier, on parie pour le deuxième, on parie pour le troisième. Donc, si la personne a parié tout pour le premier, tu sais que tu as besoin de moins parier pour les autres. Ou si tu as fait plus de ressources, tu sais que tu peux gagner. Donc, c'est très... j'aime beaucoup ça. Il y a combien de joueurs? Est-ce que tu peux jouer à 2 On joueurs? peut jouer à 3. C'est 3? 3, 4, 5, 6 pour le jeu de base normal. Puis on peut se Ok. rendre à 7 avec la nouvelle extension qui est Mother of Dragon, que tu peux jouer Daenerys Targaryen. Puis aller Ouh. envahir. En fin de compte, tu rajoutes un panneau de plus. Ok. Puis tu peux aller envahir Westeros avec Daenerys. C'est vraiment très drôle. Puis aussi des petites variantes. Parce que là, on voit juste qu'il y a les Stark, les Baratheon, les Lannister et les Greyjoy. Mais quand on joue à 6, il y a on rajoute les Tyriel et les Martell. Il y a une variante qu'on peut jouer à 4 avec Aerys, mais le sud n'existe pas. Il y a une variante qu'on peut faire Warren de South. Donc, on joue les Tyriel, les Martell, les Baratheon, les Lannister. Le nord est inaccessible. Fait qu'il y a plein de petites choses aussi là, quand tu as joué plusieurs fois qui viennent changer. Mais par contre, Ça redonne de la attachez-vous. rejouabilité constante. Oui. Mais attachez-vous, c'est une demi-heure, 45 minutes pour placer le jeu. Là, on vient de le voir que c'est placé automatiquement. Moi, j'adore ça. Et c'est 2 à 3, des fois 4 heures finir un jeu. Parce que ça dépend des gens qui parlent, qui niaisent, qui. Souvent, moi, je jouais beaucoup avec, par exemple, une bière ou n'importe quoi. Puis ça peut être des fois très long finir un tour parce que là, tu t'obstines, il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un n'est pas d'accord avec quelqu'un qui a fait. Puis là, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances tout le temps. Puis est-ce que ça termine à la fin du 10e round, même si t'as pas 7 châteaux, ou faut vraiment que quelqu'un Ça se rende? termine à la fin du 10e round et tu as 7 châteaux. Ok. Donc Mais celui qui a un le plus round. de châteaux au 10e round ou le premier qui a 7 châteaux. Souvent, ça finit à 7 châteaux. C'est pas mal ça pour Game of Thrones. On a été très, très. Puis, ah oui, peut-être une dernière chose, tu as 4 jetons différents. Tu as soit de l'infanterie, tu as des chevaliers, tu as des siege towers, puis tu as des bateaux. Donc, les bateaux pour aller dans l'eau, puis ça te permet de faire des ponts pour te rendre sur la terre ferme. La siege tower donne un +4 quand tu attaques une forteresse, mais c'est 0 sinon. Le chevalier est 2, l'infanterie est 1. Puis c'est tout le temps, j'ai 4, t'as 3, je mets ma carte est une 4, ta carte c'est une 3, je gagne. Ou je vire mon épée parce que je suis le chef valérien, là, je suis le plus fort, puis c'est moi qui gagne. Puis quand tu as joué ta carte, tu la reprends pas tant que toutes tes autres cartes sont pas passées. Tu as 7 Ok. cartes dans tes mains, donc c'est 7 attaques que tu peux faire avant de la reprendre. Donc si tu joues, par exemple, quand tu es Stark, ta meilleure carte c'est Eddard Stark, qui a 2 épées, donc qui tue 2 personnes en plus. Parce que tu perds pas tes unités quand tu te fais attaquer tant qu'il n'y a pas une épée sur la carte. Donc, si c'est une carte avec 2 épées, tu tues 2 personnes, mais tu l'utilises plus de la fin de la partie. Tous les gens savent que tu n'as plus ta 4, donc ils savent qu'ils peuvent t'attaquer avec un bonhomme de moins en fin de compte. C'est Puis aussi, une ouais, stratégie à penser dans le reshuffling, puis dans c'est ça. qu'est-ce que vous allez avoir accès au travers les tours. Ouais. Et en même temps, tu peux faire juste des attaques pour faire des attaques, pour perdre tes cartes. C'est une autre des stratégies. Puis, comme je dis, c'est plus compliqué. C'est très complexe, mais un peu compliqué aussi, mais c'est très fun. Ça se joue très bien. Puis évidemment, si vous aviez été fan de Risk plus jeune, Oui. ou ce genre de jeu-là a toujours été dans votre regard, puis vous l'avez pas essayé, on vous le conseille. Vraiment bon jeu. C'est assez différent pour que vous n'ayez pas l'impression du tout de jouer à Oui. Risk, mais assez familier dans son concept pour pas que vous soyez complètement dépaysé non plus. Puis le seul hasard que tu as, c'est
les problématiques Wildling qui peuvent sortir, les sauvageons en français, j'ai tellement ce nom, plus les cartes d'âge qui peuvent être différentes à chaque fois aussi. Par exemple, Nothing Happen, mais ça fait augmenter le Wildling de 1, etc., etc., etc. Puis là, tu peux te faire attaquer par les Wildlings, puis là, il faut décider. Mustering, on construit jusqu'au nombre de ressources que tu as. Les supplies qui sont déterminés avec les barils que tu as. Donc, si tu as plus de barils, tu peux faire plus d'armées. Les Wildlings, ça peut venir tout détruire tes choses. Mais ce qui est le fun avec le Wildling, tu paries. Comme là, par exemple, le Wildling nous attaquerait à 2. Fait que là, si personne n'a 2, on perd tout. Aussi, on gagne. Celui qui gagne tout. Puis les autres gagnent pas. Fait que tu peux souvent gagner contre le Wildling peut te donner quelque chose de mieux. Donc, par exemple, un Mustering, tu crées des troupes juste pour toi ou tu augmentes tes supplies juste pour toi. Plein de petites choses du genre. Il y a plein de belles mécaniques aussi. Là, c'est un jeu plus avancé. Mais c'est des très belles mécaniques qui sont le fun à jouer. Puis t'as pas de dés, t'as pas de hasard. Le seul hasard, c'est vraiment, comme je dis, les cartes qu'il y en a devant toi, puis ton adversaire, ce que lui va jouer. Ouais, le hasard vient de l'autre, vient pas de toi-même. Ouais, c'est ça. As-tu une dernière chose à dire sur Games of Thrones? Je veux jouer avec n'importe qui veut jouer. Ouais, évidemment, pour tous les jeux, il y a un jeu qui vous intéresse, vous avez envie de jouer, rejoignez le Discord de Questions de Perspective, le podcast. Et il y a une catégorie qui s'appelle Tabletop, vous avez juste à la rejoindre. Il y a plein de gens qui aiment juste faire ça de leur temps, jouer à des jeux de société. Fait que vous faites Create the Event, vous demandez juste au chat qui a envie de jouer, puis souvent il va y avoir des gens qui vont venir vous rejoindre. Et plus qu'on est, plus qu'on va pouvoir jouer. Ouais, effectivement, plus qu'on est, plus qu'il va y avoir de games en plus, fait qu'on vous invite à rejoindre en grand nombre. Le prochain jeu qu'on va parler cette semaine, c'est Marvel Champion. Pour certains qui regardent pas mal de vidéos sur ma chaîne, j'ai déjà fait un tutoriel sur cette vidéo-là. Pour ceux que ça l'intéresserait d'en savoir. Sur ce jeu-là, je vous invite à aller voir la vidéo duquel j'ai mentionné. Mais on va quand même en parler parce qu'il fait partie de mon top 3. C'est un jeu que je joue à chaque semaine au moins une game. C'est pas 2, 3, 4, 5, 6 games. Je suis vraiment addict d'un. Je suis un fan de Marvel puis un fan. Fait que déjà, l'univers est venu me chercher instinctivement. J'avais pas besoin de regarder un tuto pour savoir que j'allais acheter ce jeu-là. Puis je l'ai acheté. J'ai commencé à y jouer puis je me suis rendu compte que toutes les mécaniques venaient me rejoindre. Parce que c'est un jeu coopératif qui joue de 1 à 4. Il est fait pour être joué à 2. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu joues à 1, ça marche. Mais si tu joues à 2, tu vas avoir l'impression que la game est juste plus facile. Mais ça se joue à 1. C'est juste plus hasardeux. Jouer à 1. Mais quand tu joues à 2 puis à 3, tu as l'impression que tu viens enlever ce hasard-là puis la game est plus facile à gérer. Le jeu te fait vraiment sentir comme un super-héros. Ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de super-héros de Marvel de sortie. Puis tu smashes des choses, tu threats, t'enlèves des choses à l'ennemi, pis t'es tout le temps contre un vilain, comme là j'ai mis Green Goblin sur le board. Tu fais des grosses attaques, des combos, pis t'as vraiment le sentiment héroïque au travers de ce coopératif-là. Oui. Puis beaucoup des autres jeux que je vais parler ou j'ai parlé, c'est des jeux où tu perds. C'est des jeux où globalement tu perds. Ce jeu-là, c'est possible d'avoir un pourcentage de victoire supérieur à 50%. Contrairement à d'autres jeux que je vous parle dans mon quotidien. Et, ce que j'aime beaucoup aussi de ce jeu-là, c'est que, par exemple, on voit qu'on a des héros chacun. C'est vraiment basé sur à saveur de ton héros. Moi, j'ai joué beaucoup à Iron Man. Il faut que tu crées ton armure au complet. Si t'as pas ton armure, t'es pas assez fort pour aider tes alliés. Donc, tes premiers tours, c'est seulement sortir tes armures. Puis l'autre chose, c'est la mécanique aussi là, de juste jouer une carte est très très simple. Ouais, contrairement à beaucoup, faut que tu accumules des ressources ou que tu dois jouer avec une certaine mécanique. Mettons Hearthstone, t'as une mana, un pool de mana qui va augmenter à chaque tour. Tu vas jouer à Magic, faut que tu aies des laines en jeu. Dans ce jeu-là, tu vas jouer avec le reste des cartes que tu as dans ta main. Évidemment, si elle a 0, ben, tu vas juste la jouer à 0. Ça, c'est simple. Mais si ça coûte 1 ou 2 ou 3... faut que tu joues les autres cartes que tu as dans ta main. Tu vas toujours en train de me dire, ok, cette carte-là, j'ai vraiment envie de la jouer. Quelle carte j'ai le moins envie de jouer? Ah, celle-là. Fait que celle-là, elle vaut 1 de ressources. Ben, je peux jouer une carte à 1. Si elle avait valu 2, ben, je serais comme, ben, j'ai pas envie de jouer Cross-Counter 2 fois. Ben, je vais mettre ces 2-là, puis je vais pouvoir jouer celle-là. Fait que le deck, il passe vraiment vite, puis à chaque tour, tu te remets toujours ton maximum de ta main. C'est pas un jeu où tu vas prendre des actions pour piger, ou c'est difficile à repiger, il faut que tu contrôles le nombre de cartes que tu as. Faut pas t'en jouer trop parce que tu veux pas être deck out qu'on appelle, ou tu veux pas être hand out, que t'as plus de cartes dans ta main, t'as plus rien à jouer. Puis tu joues juste à chaque fois, tu piges une carte, puis tu peux juste jouer celle-là. Dans ce jeu-là, t'as toujours ton max. Fait que t'as toujours un combo. Puis le sentiment de toujours pouvoir jouer un combo, c'est vraiment satisfaisant dans un deck building. Puis à moins que tu veuilles garder une carte ou que tu puisses pas la jouer parce que t'as pas la mana,
vider ta main souvent est une bonne chose parce C'est que la meilleure chose. tu veux sortir le plus de dommages ou tu veux te préparer le plus possible. Un autre mécanique qui est le fun dans ce coopératif deck building-là, c'est que ton héros a deux formes. Comme les héros ont une forme quand ils sont pas un super-héros, puis ont une forme quand ils sont un super-héros, t'as des mécaniques différentes pour un et l'autre. T'as des cartes que tu peux juste jouer quand t'es en forme héroïque, puis d'autres cartes que tu peux juste jouer quand t'es dans la forme non héroïque. Et l'ennemi va aussi interagir différemment avec toi, tout simplement si c'est héroïque ou non. Parce que l'ennemi connaît souvent, mettons ici c'est qui Spider-Man, Steve Green Rogers, Goblin, ouais. mais c'est peut-être pas que Spider-Man c'est Peter Parker ou que là t'es Spider-Man Miles Morales, mettons, ben il sait pas que t'es Miles Morales. Toutes ces petites mécaniques-là sont vraiment thématiques. La thématique est parfaitement mise dans le jeu. Il y a même récemment des campagnes pour ceux qui sont fans de pouvoir jouer des scénarios qui se suivent avec le même personnage. Mais le jeu il est mieux fait ou il est plus pensé dans l'optique où tu sors un vilain, tu choisis son niveau de difficulté entre standard et expert, tu le mets sur ton jeu, tu joues contre lui, c'est fini. C'est un jeu qui peut prendre... Si tu joues solo, les games peuvent durer 20 minutes et moins, jusqu'à 40 minutes si t'es pas chanceux. Quand tu joues à deux players, c'est 1h15 à 2h. Encore une fois, ça dépend de est-ce que t'es chanceux, est-ce que tes joueurs pensent vite à leur coup, est-ce que vous discutez beaucoup un à l'autre parce que vous avez le droit de discuter, vous avez le droit de parler des cartes que vous avez dans votre main dans ce jeu-là. Donc, est-ce que vous le faites ou non, va accélérer la partie, évidemment. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu que tu sors de la boîte, tu joues instinctivement, t'as pas d'histoire à lire, t'es pas pris dans un scénario. Des fois, ça peut être le fun, là, moi j'adore ces jeux-là, mais aussi c'est le fun d'un jeu où tu claques des doigts, il est prêt, tu joues, il est fini, tu ranges rapidement, t'as pas à trop y penser, t'as pas à prendre de notes, tu sors, tu joues, t'as du fun, tu refais. Toi, en tant que nouveau joueur, qu'est-ce que t'aurais à dire? Moi, j'adore ça, justement. Ce que j'ai, comme j'ai dit, ce que j'ai, mais premièrement, encore une fois, puis ça se rappelle sur presque tout ce qu'on dit. Une saveur Marvel, j'adore ça. Mais moi, c'est toute la mécanique, parce que j'aime beaucoup les jeux de cartes comme ça, là, de deck building, puis de rejouer, puis de savoir quoi faire avec quoi. Tout dépendamment de l'évolution de la partie, tu ne joueras pas pareil. Par exemple, je parlais d'Iron Man, c'est celui que moi j'ai joué. Dès que mon personnage est créé, je peux commencer à attaquer, je peux faire d'autres choses. Fait que j'utilise pas mes cartes de la même façon. J'ai utilisé ces cartes d'attaque-là pour créer mon personnage. Par la suite, j'attaque. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La mécanique et elle évolue en fin de compte à travers le jeu. Et je crois que c'est vraiment c'est très simple. Ouais, c'est vraiment ça, je crois simple. Que, tu me l'as même pas expliqué, puis on a commencé à jouer, puis j'ai compris comment jouer. Ouais, je te disais juste tour à tour ce qui se passait, puis t'étais capable de suivre avec le jeu. C'est un jeu, si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire jouer, là, même à partir de 8 ans, j'ai vu du monde dans les chats communs de ce jeu-là. Ils sont capables de comprendre le jeu. Ils vont peut-être pas faire les meilleurs combos, mais c'est pas grave. Là. Vous avez pas besoin d'être le 100% efficacité pour gagner au plus faible niveau de difficulté dans ce jeu-là. Puis c'est là que je veux dire héroïque. Des fois, moi, je veux jouer au plus tough. Je veux que la game soit sweaty. Tu sais, je sois tout le temps en train d'essuyer la sueur sur mon front. Mais il y a d'autres games, des fois, j'ai juste envie de prendre un ennemi que je sais qui est facile. Je le mets au plus facile. Je veux juste y péter la gueule. Tu sais, juste me sentir vraiment fort. Avoir un cruising moment où que je passe plus de temps à parler avec la personne que je suis en train de jouer qu'à vraiment être concentré sur ma game. Puis avoir les deux expériences qui jumellent dans le même jeu, c'est super rare. C'est pour ça que ce jeu-là, il est au top de ma liste! Quelque chose que j'aime bien aussi, par exemple, quand tu vides ton deck, tu as un encounter qui arrive, donc un ennemi ou quelque chose qui s'en vient. Fait que tu te fais punir de trop utiliser tes cartes aussi. Parce que l'ennemi t'attaque avec son deck à lui. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça, oui. Puis l'ennemi a deux phases. Donc, dès que tu le bats le premier, c'est comme si il se bofferait, puis il est pas content, puis beaucoup plus fort aussi le deuxième que le premier. Donc, mais tu es souvent plus prêt aussi, ton board est préparé. Comme dans les films. C'est fait comme dans les films. Au début, tout le monde est pourri, mais le vilain, il est un petit peu plus fort que l'héros. Puis là, l'héros, il build au point où il commence à le péter. Puis là, le vilain, il se repousse dans ses retranchements, sort sa carte secrète et devient OP dans sa dernière forme. Puis là, l'héros, il pleure un bout. Puis ils font force de friendship. Puis après ça, ils s'unissent. Puis ils gagnent. T'as exactement le même feeling en jouant à ce jeu-là. Des fois, t'es comme, c'est super serré, t'es sur le bord de mourir. Puis là, tu calcules, puis tu parles à tes deux partners, mettons à ton seul partner, puis tu fais, hey guys, on a 22 dégâts, ce taux-là, on le tue. Let's go, let's go, let's go! Puis là, tu te poses quand même la question, tu fais comme, mais si je rate, je meurs, tu meurs, c'est sûr, là, on perd. On essaye, go! Let's go! Ouais, puis c'est, comme tu dis, c'est un jeu très friendly, très simple.
selon moi aussi, là, les jeunes peuvent jouer là, facilement. Ouais, Puis le comme artwork tout est bon très jeu beau aussi. d'FFG, il y a différentes classes. Dans Lord of the Ring, il y avait différentes classes. Dans celle-là, il y a différentes classes. Peut être quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui est pour la justice, quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui est là pour la protection. Ça, c'est Il- très à- clair qu'est-ce qu'ils font dans leur... Puis à moins que je me trompe, le artwork est basé sur les bandes dessinées en plus, sur les comics. Souvent, ouais. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus successful que d'autres. Il y a des cartes qui sont vraiment belles, d'autres qui sont moins belles. Puis, tu sais, il y en a vraiment beaucoup des cartes, là. C'est sûr qu'il y a des hit and miss, mais globalement, ce qu'on aime en date, c'est que tous les persos, tu ressens leur existence dans le deck. Puis ça, ils ont vraiment Oui. réussi à le faire. Toutes Mais les c'est ça persos. comme que je disais, là. Tu te sens vraiment le héros, puis la façon qu'il Mhm. est. Comme C'est Steve merveilleux. Rogers, entre autres, Captain America. Tout le monde pense à Captain America comme l'ultime leader. Ben, tu peux jouer des allies moins chers. Fait que t'as plus d'allies parce que t'es le meilleur leader. Tu sais, toujours conceptuel dans leur affaire, puis maudit que j'aime ça. Venez jouer. Rien d'autre à dire Ouais. sur ce jeu-là. Puis ça sera à combien de joueurs maximum? C'est 1 à 4. 1 à 4, ok. 4, de moins tu montes la difficulté un peu plus. Là. Moi, Sinon, 4, tu c'est as que plus c'est long. d'encounter quand 4, même. c'est vraiment long. 4, la game peut Ok. durer 3h30, 4 Ok. heures. À 3 joueurs, comme on l'a fait, ça a duré 2 heures. Ouais. À 2, ça peut durer, comme j'ai 1h15 à 2 heures. Puis à 1, ça peut finir même en 10 minutes. Là. Des fois, vous allez mourir en 2 tours ou vous allez les tuer en comme 4. C'est vrai parce que C'est bon. les héros gagnent des points de vie par player. T'sais, comme vous pouvez voir, Green Goblin a, mettons, 18 HP à sa phase 2 par player. Mais Ok. quand t'es solo, à la fin, un combo de 18 HP, il y a certains personnages qui sont capables de faire ça en un tour. Vous êtes capable de gagner peut-être en 5 tours des fois, 4 tours, 3 tours contre certains vilains. Mais le vilain peut gagner contre vous en 3 tours aussi parce que t'es tout seul. Fait que si il frappe directement dans votre weakness, ben vous êtes mort. C'est comme si vous allez voir sur mon tuto, entre autres, je voulais vraiment finir la vidéo en 2 tours. Puis ça a donné que Rhino m'a tué en 2 tours. Oh non. Parce qu'il a scheme 2 fois. Puis il y a vraiment un low scheme, lui. Puis quand tu finis de schemer, dans le fond, c'est qu'ils ont réussi leur quest. Tu sais, si Rhino, son but, c'est de voler la banque, mais s'il a fini de voler la banque, il a fini de voler la banque, il est parti, là. Tu peux pas le battre, il est plus là. Son objectif est fait, t'sais. Deux façons de perdre, ouais, rapidement. Deux façons de perdre dans ce jeu-là. Soit que le vilain finit ce qu'il avait à faire, ou soit qu'il vous tue. Mais vous pouvez juste gagner en tuant le vilain. Puis, ouais, c'est vraiment le fun. T'as pas beaucoup de narration, par exemple, mais tu peux t'amuser puis tu peux comme te créer ta propre histoire, c'est ce qui est le fun aussi. C'est une belle rejouabilité, même si tu joues le même héros. Ça veut pas dire que t'as les mêmes. Tu tireras pas les mêmes encounters, puis la game sera pas pareille. Surtout que tu peux jouer avec un différent héros. Ton vilain, la mécanique est complètement différente aussi. Encore une fois, Marvel Champion, j'ai toute la collection, mais je vous le montre sur Tabletop. Même chose pour Arkham. En fait, il manque un cycle d'Arkham et j'ai toute la collection. Mais je vais vous le montrer sur Tabletop parce que beaucoup plus simple pour nous. Et ça finit ma trilogie des jeux FFG. Évidemment, comme tous les jeux FFG, il y a des classes. Vous pouvez choisir, est-ce que vous êtes un Guardian, un Seeker, un Rogue, un Mystique ou un Survivor. Comme tous les bons jeux FFG, vous pouvez jouer de 1 à 4. Comme tous les jeux populaires FFG, coopératif de deck building. Donc, comme tous les autres jeux qu'on vous a dit, vous choisissez votre héros, vous montez un deck qui est en lien avec votre héros, mais la grosse différence avec Marvel Champion, c'est que l'univers d'Arkham, pour ceux qui la connaissent, c'est beaucoup plus dark. C'est beaucoup plus deep in the lore. Ils veulent que l'ambiance soit là. Ce jeu-là se joue plus comme une game de Donjon Dragon ou comme un jeu narratif. Ce que je veux dire par là, c'est quand on sort une map, mettons, on sort le nouveau cycle qui s'appelle Innsmouth. Mais tous les scénarios viennent avec du texte à lire. Si vous partez même un scénario, vous avez des choix à faire, vous avez c'est quoi l'ambiance, comment vos personnages se sentent en ce moment. Puis tous les scénarios se suivent. Fait que globalement, vous n'allez pas dire « Oh, on va-tu essayer A Light in the Fog? » Non. Vous allez dire à quelqu'un hey, « Est-ce qu'on fait tout le cycle X? » Puis là, vous allez créer vos persos, vous allez faire le scénario 1, le scénario 2, le scénario 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a une belle narrative au jeu. C'est très intéressant. Juste voir le jeu développer, et parce que la fin peut tout le temps être différente, mais juste
lire, se mettre dans l'ambiance, faire comme ah shit, ok, là on est rendu dans un monde on comprend même pas où est le haut, le bas, le devant, en arrière, puis il y a des monstres qui m'attaquent. Hein? Ok. Puis aussi, c'est que la map va toujours faire un signe. Puis ça va toujours vous dire comment placer les cartes, quelle carte est reliée à quelle carte. Puis c'est le seul jeu que tu as vraiment à te déplacer. Dans The Lord of the Rings, il y a un système de location, mais tu ne te déplaces pas réellement à ces locations-là. Puis dans Marvel Champion, il n'y en a pas du tout de concept de location. Mais dans Arkham, ton personnage va devoir se déplacer d'une place à l'autre, puis découvrir l'autre côté de ces cartes-là, qui vont avoir des effets, qui vont avoir des clous à ramasser pour finir votre investigation. Parce que dans Arkham, vous êtes des investigateurs. Votre but, c'est de résoudre un mystère. Qu'une des mécaniques principales, c'est donc de ramasser des clous, des choses laissées, des indices laissés un peu partout sur votre chemin, et essayer de ne pas mourir des créatures qui vont vous attaquer constamment. Ce qui fait qu'Arkham est vraiment difficile, contrairement à d'autres jeux d'FFJ, c'est qu'il y a un système aléatoire au jeu. Quand tu fais une action, tu sauras jamais si tu l'as réussi parce que tu dois prendre un token du Chaos Bag. Fait que toi, mettons, tu prévois que ton test c'est 4, puis que l'objectif c'est 2, ben tu vas tirer un token, puis là, si tu pognes un -3 comme je viens de prendre, ben tu perds ton test, parce que dans le fond, tu avais 1 à ta value, puis 1, c'est plus petit que 2, donc tu as perdu. Fait qu'il faut toujours t'anticiper les probabilités que tu as de tirer quoi dans le Chaos Bag. Mais tu sais c'est quoi qu'il y a dedans. Fait que c'est toujours... Oui. Mettons, tu sais que tu as 3 chances sur 18, mettons, de failer ton test. Là, est-ce que toi, tu considères que c'est assez? Est-ce que tu veux mettre plus, commettre plus à ce test-là? C'est toujours cette mentalité-là. Est-ce que... Ah, j'aime tellement ça. Comme le certain hasard qui vient de tes choix à toi, là. Oui. Ouf. Puis tu parlais justement là, de... on sait c'est quoi les jetons qu'il y a à l'intérieur. Tout dépendamment comment tu finis un acte, on peut peut-être être obligé de rajouter des jetons parce qu'on vient de perdre la femme de tel homme qui faisait quelque chose qui nous donnait un bonus, donc ça devient un malus pour nous. Ouais. C'est une chose. Ou perdre des points de vie permanents sur ton personnage, ou perdre des points de sanité permanents sur ton personnage aussi. Chaque scénario, t'as ce qu'on appelle une résolution. Parce que si tu meurs dans le scénario, que on va appeler ça le evil gagne, le problème du scénario gagne, tu recommences pas au début, sauf si le scénario te dit de recommencer au début. Globalement, tu vas quand même avancer, mais tu vas avancer avec un malus. Si tu réussis le scénario, mais avec rien d'exceptionnel, tu vas juste avancer à l'autre scénario. Puis si tu réussis très bien, ça se peut que tu avances avec un bonus. Que certains scénarios, si tu arrives à la fin et tu as accumulé des malus, tu n'as jamais réussi à accumuler des bonus, tu vas trouver le boss final vraiment tough. Comme nous, combien de fois on a survécu notre cycle avec un HP? Je crois les trois derniers, on a fini. Là, soit que si on perdait nos cartes, on mourait, ou si on se faisait attaquer, on mourait, ou si on prenait de la sanité, on mourait aussi. C'était assez intense. Là. Puis encore une fois, c'est commencer à calculer, puis se rendre compte que hey, on a une chance. Mais le Chaos Bag. C'est ça, c'est comme... Guys, j'ai comme 70% de chance de l'avoir. Ouais. Mais comme ça, on l'a pas, on est vraiment dans la marde. Ça l'oblige aussi certains choix. Par exemple, quand on a joué, on a gagné le Necronomicon. Mais moi, j'étais tout de suite, le Necronomicon, ça brûle, là. On garde pas ça dans nos mains, là. Un livre qui fait en sorte que ça relève les morts. Non. Ça l'a fait en sorte que la fin de la partie, ça l'a terminé différemment à cause de ça. Ouais. On n'avait pas le Necronomicon, donc un problème de moins qui est arrivé ou une solution de moins qui est arrivée. Ça, c'est l'aspect fun narratif qu'on parlait, comme les scénarios se suivent. Vous devez prendre des notes sur certaines choses qui s'est passées dans votre scénario, puis c'est toujours indiqué dans le texte. Oui. Comme vous avez fait telle action, indiquer que les investigateurs ont, mettons, trouvé une map. Puis là, plus tard, tu vas arriver dans un scénario, c'est-à-dire si les investigateurs ont trouvé la map, rajouter telle chose. Ou sinon, s'ils ne l'ont pas trouvé, rajouter tel malus au commencement, ou à tel scénario, ou à tel moment dans le jeu. Puis tu sais jamais quand ça va arriver. Par exemple, nous, on a sauvé des étudiants de la première acte, la deuxième acte, puis la dernière, on a su qu'est-ce que ça nous donnait.
c'était pas grand-chose en fin de compte, là, mais... Ouais, on savait tout pas, on disait comme, est-ce qu'on les a sauvés pour rien, guys? Puis à la fin, oh, pas une petite affaire, pour on est comme, oh non, on a fait une bonne action! Mais si on ne les avait pas sauvés, parce que c'était une des résolutions de la partie, je crois qu'il y en avait 3 pour la première acte, on serait mort. On n'aurait jamais été capable de terminer. On a fait, hey, on peut sortir là, on s'enfuit. On sauve les kids, on s'enfuit, puis ça finit là. Parce que sinon, on n'aurait pas fini la game. Ton perso serait tout mort. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont décidé d'y aller où chaque cycle est une histoire à part entière, puis une histoire qui a sa propre thématique. Donc nous, entre autres, on a fait Dunwich Legacy, qui a beaucoup rapport avec le temps. Le temps était misplaced, il y avait des portails qui s'ouvraient et compagnie. Après ça, Innsmouth, qui est le nouveau qui avait sorti, qui était... T'es dans une ville sur le bord de l'eau, fait que la marée qui monte, tu peux te noyer, tu peux... les places qui vont se faire inonder... Toutes les mécaniques qui changent dépendant de quel cycle. Puis entre autres, pour teaser, le prochain s'appelle Edge of the Earth. Il se passe en Antarctique et il va avoir le concept de blizzard. Tu vas pouvoir avoir du froid dans le Chaos Bag qui va venir te nuire à tes skills. Parce que si t'es gelé, t'es moins bon. C'est un jeu de Redfall. C'est fait pour que vous soyez stressé. C'est fait pour que vous ayez l'impression que vous allez perdre tout le temps, mais l'univers, il est super riche. Oui, puis l'univers, c'est un univers horreur, là, on s'entend bien. Vous n'aurez pas vraiment l'impression que vous êtes dans un univers d'horreur non plus si vous n'étiez pas toujours en train de mourir. Ouais. Ou proche de mourir. Puis à chaque tour, tu te fais attaquer. Puis ce que j'aime beaucoup, là, tu l'avais dit, c'est vraiment se promener sur le board. Parce que là, puis là, tu décides c'est qui est le premier aussi à chaque tour. Non, ça bouge. Ça se déplace. Fait que quand t'es premier, tu joues, là, ok, c'est bon, je suis premier, fait que je vais ouvrir des portes. Puis l'auto ouvre une porte, je suis pogné dans la porte. Je suis pas un personnage qui peut sortir de là. Moi, dans la game qu'on a joué, parce que la game qu'on a joué, j'ai été pris dans la même location pendant toute la partie. Parce que je peux pas sortir de là. Ouais, jusqu'à l'escape, puisque je peux pas sortir, étant donné la situation puis le personnage que j'avais. C'est de faire attention, essayer de jouer dans ses forces de personnage, comme on a dit, il y a plusieurs stats. C'est un bon mélange entre un jeu de cartes puis une game de D&D. Pour moi, c'est le parfait mix. Oui. Ce qui est le fun, c'est que t'obliges pas quelqu'un d'être Dungeon Master. Non, c'est le jeu qui est déjà préparé pour ça. Puis justement, il y a déjà ces résolutions 1, 2, 3, 4. Donc, vous êtes toutes morts, allez à 4, voici ce qui arrive. Puis tu lis pas ce qui est arrivé nécessairement 1, 2, 3 pour rejouer. Puis tu fais, bon, mais on va faire telle chose à la place, Fait que déjà, dans les scénarios de base, vous en avez de la rejouabilité parce que vous réussirez pas à avoir une run parfaite. Puis après ça, même là, vous allez avoir envie d'essayer d'autres chemins. Puis après ça, ils sortent des Return to de temps en temps, qui sont des cartes supplémentaires, des encounters supplémentaires, puis des nouvelles résolutions au scénario que tu as déjà fait. Ça te permet de revenir encore dans le scénario avec des nouveaux investigators, réessayer le scénario. Puis là, tu te penses que là, t'es comme, je me souviens, il me semble qu'il fallait faire A dans celle-là, tu fais A, puis là, le changement fait que maintenant, il fallait que tu fasses B. Faut pas que tu fasses confiance au jeu, jamais. Fais jamais confiance au jeu. C'est ce qui va t'amener Arkham Horror pour moi. T'as-tu autre chose à dire sur le jeu? Non, c'est vraiment un jeu le fun. Puis sérieusement, encore une fois, l'univers. J'aime beaucoup les jeux simples comme Carcassonne et des trucs du genre là, qui nous permettent de juste jouer pour jouer, très simple. Mais j'adore les jeux que tu rentres dans un univers puis tu avances vraiment avec le monde en fin de compte. Là. Ouais, il y a des jeux que tu joues pour leur mécanique, puis il y a des jeux que tu joues pour leur lore, puis il y a des jeux que tu joues pour les deux. Oui, puis c'est pour les deux, là, complètement. Là. Autant que c'est un coopératif, autant qu'il y a du beau lore, autant que tu peux t'ostiner avec ton ami parce que tu viens de le tuer. C'est vrai en plus. Tu peux prendre des mauvaises décisions pour tes alliés facilement dans ce jeu-là. On va aller avec le dernier jeu de la liste. Qui est le jeu que tu me forces très fortement à jouer depuis à peu près 1 mois et demi. Je vais m'y mettre, t'inquiète pas. J'essaie de crowbar les gens un peu à jouer à ce jeu-là parce que je l'adore tout simplement, point. Il va y avoir des ligues en personne que je vais hoster bientôt. J'attends juste que toutes les réglementations COVID soient terminées. J'ai pas envie de commencer avec la gestion, de comme mettre du purel partout, devoir nettoyer toutes les pièces de mes buildings et compagnie. Mais bientôt, il va y avoir une ligue en personne et une ligue online. Pour l'instant, juste une ligue online qui est en train d'être créée. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un jeu de miniature. C'est un miniature hobby game. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme les Warhammer de ce monde, ou il y a aussi un jeu de miniature de Star Wars pour le monde qui le connaîtrait. C'est quoi un jeu de miniature? C'est un jeu dans lequel tu vas acheter une boîte pour avoir les persos que tu veux. Dans cette boîte-là, tu vas avoir ton perso en morceaux attachés.
Tu vas devoir couper tes pièces, tu vas devoir les coller ensemble, tu vas assembler ton miniature. Une fois qu'il est assemblé, tu dois le peinturer. Puis une fois qu'il est peinturé, il est beau, génial comme tu veux, puis là tu joues avec. Fait que c'était un jeu, mais c'est aussi un hobby. Les deux. Si vous jouez évidemment avec moi sur Tabletop Simulator, sur le Discord, t'as pas la partie à monter tes figurines, t'as pas la partie à les peinturer, c'est beaucoup plus rapide, puis évidemment ça coûte un peu moins cher. Mais c'est le fun de voir les choses en vrai. On va tout être d'accord là-dessus, puis de pouvoir les déplacer. Par contre, c'est la personne qui a fait le coding de ce workshop-là est un génie, qui a réussi des affaires vraiment le fun, qui nous permettent de jouer rapidement et efficacement à ce jeu-là. Entre autres, comme bon jeu de figurines, il faut qu'il y ait un terrain. Je vais vous en sortir un. Une des choses que j'aime le plus faire dans cette application-là, sortir des terrains. Seul. Tout se fait tout seul. Puis il y a différents sizes de building, puis c'est super beau. Ça, on aime ça. Puis là, après ça, quand tu as un roster, je vais vous en sortir un. Il y a même des effets spéciaux. La DeLorean à fume. Ah, ça, c'est cool. On choisirait votre équipe. Là, vous envoyez votre équipe sur le board. Mais vous avez les figurines de ces personnages-là accessibles. Vous les placez sur le board à une certaine distance selon le règlement. Puis après ça, à tour de rôle, vous pouvez activer une de vos pièces puis faire soit une action pour bouger ou une action pour attaquer, dépendant des actions d'attaque qu'elle a sur sa carte. C'est un jeu de combat puis d'objectifs. Vous allez avoir des objectifs qui vont se placer sur la map. Un autre avantage de Tabletop, vous n'allez pas avoir à les trouver dans vos sacs de rangement. Vous faites juste setup de Crisis Token, puis tout se place automatiquement. Ça, je peux pas vous dire que... Parenthèse encore une fois, Tabletop, là. Puis j'ai découvert ça, c'est rendu tellement hot, là. Surtout de pouvoir jouer en distance. T'sais, moi, j'ai plein de personnes dans mon cercle d'amis que je peux pas voir à chaque semaine, mais qu'on a envie de jouer à des jeux à chaque semaine. Problème réglé. Évidemment, un autre jeu Marvel, encore dans la thématique. La raison que je l'aime plus que Warhammer ou que le jeu de Star Wars, c'est que c'est à un roster restreint. Souvent, tu vas avoir 4 à 6 bonhommes en jeu seulement. C'est pas comme des groupes d'armées qui vont se déplacer. C'est toujours moins de bonhommes. Puis, t'as beaucoup d'objectifs à respecter. Puis, je trouvais ça le fun que les super-héros, oui, tu peux te battre. T'as avantage à essayer d'éliminer certaines pièces de ton adversaire, mais tu vas pratiquement jamais gagner par un full wipe. Okay. Tu vas gagner parce que tu vas avoir un meilleur contrôle des objectifs sur la map. Cet aspect-là stratégique qui est vraiment le fun. Tu peux penser au jeu, conceptualiser des stratégies dans le jeu des heures et des heures durant. Moi, je pense que j'ai écouté pour 100 heures de vidéo, puis j'ai peut-être joué pour 20 heures de game. C'est ça que j'aime de ce jeu-là, du méta call. Par exemple, est-ce que quand on part une game, est-ce qu'on sait à l'avance laquelle carte qu'on va jouer ou on tombe dans du néant quand vous savez le board avant de choisir. Dans le fond, quand vous arrivez avec une partie, vous arrivez avec votre tableau roster de 10 champions, 8 cartes tactiques, mais vous apportez sur le board juste le nombre de threats que votre mission permet. Puis vous apportez juste 5 cartes tactiques. Fait que vous prévoyez 10, mais vous allez peut-être juste en jouer 4 à 6. Dépendant le board, comment les choses sont placées puis que les objectifs sont placés, vous pouvez dire « Ah non, moi finalement, je vais pas jouer ces 6-là, je veux vraiment me concentrer sur ces 4-là parce qu'ils vont avoir un meilleur jeu. » Ou une meilleure synergie. C'est ça qui est le fun. Quand tu prévois ton roster, tu peux aller all-in dans une stratégie, mais tu peux prévoir 2 stratégies vraiment différentes selon que ton adversaire va essayer de t'imposer quoi. Parce que toi, tu vas arriver avec une mission dans le... C'est un peu plus compliqué que ça, mais au final, tu vas arriver avec une mission, puis ton adversaire va arriver avec l'autre. Fait qu'il faut que tu sois prêt à l'imprévisible, mais tu vas aussi prêt pour la tienne. Fait qu'après ça, c'est de voir, est-ce que tu vas jouer ton plan, ou tu vas jouer sur le plan de l'autre. Ah, c'est vrai, ça c'est cool, j'aime ça. Parce que tu peux l'empêcher de faire des points, par exemple. Ouais, puis le premier qui a 16 victory points gagne. Puis le jeu finit automatiquement à la fin du 6e round. Fait que tu peux pas jouer à l'infini, c'est pas un jeu qui peut s'éterniser, mettons, sur 4-5 heures de jeu. De règle générale, moi, les games duraient 2h30, mais ça prenait 30 minutes monter le board. Tu sais, sortir tous les tokens que j'avais besoin, sortir les bonnes figurines, placer mes tableaux modèles, placer les cartes, que chaque habilité du jeu a son propre token que vous allez devoir trouver dans votre collection. Le setup est un peu long, mais la game, globalement, c'est 2 heures. C'est à peu près 20 minutes le round, il y a 6 rounds.
Fait que si vous vous rendez pas au 6e round, puis quelqu'un gagne plus vite, c'est moins long que 2 heures. Et est-ce que c'est un jeu qui est facilement accessible pour quelqu'un qui connaît pas des jeux normalement? Là? Ou par exemple, moi je connais pas ce jeu-là, mais je Oui, suis ça a habitué à pas... jouer à des jeux. C'est ça, c'est que ça n'a pas de lien avec aucun autre board game presque. Parce que tu as des figurines que tu dois déplacer avec une règle, Mhm. puis tu attaques À avec la Warhammer. l'autre type de règle. Ok. Fait que les stratégies sont plus dans comment tu es capable de visualiser ton positionnement sur le board, qui est peut-être une mécanique que tu verrais ailleurs, mais sinon, la seule autre mécanique, c'est brasser des dés. Il y a C'est beaucoup de fun. règles, mais le jeu il est vraiment simple. Ok. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnages, puis il y a beaucoup de choses à savoir, mais il n'y a rien de compliqué dans les actions. Ce qui fait qu'il est un jeu vraiment Ça agréable. m'intéresse encore plus. Je vais perdre encore plus ma vie. Par contre, je vais être honnête avec le jeu, autant que je l'adore, c'est un jeu que si vous voulez suivre avec le jeu réel, vous voulez avoir le matériel. Si vous êtes un collectionneur, le jeu va vous coûter vraiment cher. Le jeu, avoir 2 personnages, ça vient dans une box, ça va te coûter peut-être 50$ environ. Ok, fait que c'est un jeu, une box, c'est un jeu. Là. C'est 2 persos. Ouais, mais c'est le prix normal pour un jeu. Ouais, c'est ça, exactement. Typique. Pour un autre jeu. Le core box vient avec 10 persos, par contre. Assez pour que Ok. deux personnes puissent jouer sans problème. C'est tout ce qui est expansion. Tous les autres personnages, c'est des expansions. Ces personnages d'expansion-là, ça coûte cher à suivre, fait que je conseille à des gens qui veulent l'essayer, commencer par juste le core, puis après ça, acheter juste l'équipe que vous préférez. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans Marvel que vous aimez vraiment plus que le reste, puis en ce moment, beaucoup de choses existent. Là. Vous pouvez même jouer l'armée à Thanos. Là. C'est à ce point-là que tout Ok. existe. Là. Fait que tu peux être deux méchants Ouais. qui se battent contre aussi. Là. Oui, sans problème. D'avoir cette possibilité-là fait aussi que tu peux avoir une petite équipe à plus petit budget. Ça reste un jeu de hobby, là, je vous mentirais pas, avoir un roster de 10 persos peut vous coûter 300$. Après ça, vous voulez le peinturer, ça peut vous coûter 360, 380 si vous n'avez pas la peinture vous-même. Plus le temps, plus... Plus le temps, etc. C'est un jeu de hobby. C'est pour C'est ça, ça, c'est évidemment, plus un qu'on hobby, vous invite à avoir les deux. C'est pour ça que j'ai des ligues en réel, j'ai des ligues en tabletop, parce que ça vous permet de tester l'équipe que vous voulez acheter. C'est sûr que si votre équipe au complet, ou une équipe méta, mettons, coûte 400$, vous n'avez pas envie de l'investir sur un coup de tête, ben essayez-la dans la ligue. Si vous trouvez qu'elle performe bien, puis que vous aimez le design des figurines, c'est là que vous l'achetez parce que c'est aussi de la décoration, puis c'est aussi un hobby. C'est là que ça justifie le prix. T'sais, dans le fond, c'est tout le concept de tu dois monter, tu dois peinturer, c'est toi qui le possèdes, ta version, elle va être unique, ta version de ce héros-là, à la limite. Moi, c'est ce qui termine mon explication de Marvel. J'ai sorti un tuto récemment. Je vous invite à aller le voir parce que si je commençais à vous parler des règles, ça durerait quasiment 1 heure. Juste ça, moi qui vous parle des règles de ce jeu-là. Quelque chose d'autre tu veux rajouter? Non, aucunement. Je crois que peut-être rappeler Tabletop, c'est cool. Tabletop, c'est cool. Venez encore une fois sur le Discord de questions de perspective. C'est important que vous soyez là. Nous, on aimerait vraiment que vous mettiez votre préféré board game en commentaire, en dessous du vidéo, parce que ça nous donne des idées sur quoi parler, qu'est-ce qu'on veut vous démontrer. Si on a des versions différentes, on a peut-être des expansions des jeux que vous aimez, vous montrer ces expansions-là. Si beaucoup de gens nous demandent X jeux, on va faire des games de ce jeu-là, on va faire des tutos de ce jeu-là pour que plus de vos amis soient intéressés puis viennent vous rejoindre aussi sur le Discord de questions de perspective. Puis à la fin, on soit une armée à représenter le gaming au Québec puis pouvoir jouer à des board games de façon francophone. Des fois, c'est vraiment le fun. Plus on va être une grande communauté à supporter ça, ben, je pense que plus on va être unis, plus ça va être plaisant. Fait que, au plaisir de vous voir sur le Discord, au plaisir de vous voir en convention dès qu'on va pouvoir, puis au plaisir de vous voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus.